Bonsoir à vous chers téléspectateurs, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Métro News. Au sommaire de ce jeudi, le Premier ministre Ariel Henry n'est toujours pas de retour au pays depuis son voyage à l'étranger. Entre-temps, des tractations politiques se multiplient. Le leader du parti UNIR, Clarence Renoir, encourage le chef du gouvernement à prendre acte de son impuissance et à démissionner. Prolongation de l'état d'urgence pour une période d'1 mois supplémentaire dans l'Ouest en proie à la violence des gangs. Selon le gouvernement, cette décision est maintenue afin de rétablir l'ordre et de prendre les mesures appropriées aux fins de reprendre le contrôle de la situation. Et puis Haïti vit des scènes apocalyptiques depuis plus d'une semaine. La violence a augmenté de manière exponentielle. Les gangs continuent de détruire toutes les infrastructures policières. Une dizaine de sous-commissariats ont été incendiés ou pillés par les bandits. Dorche, bonsoir à tous. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Le sous-commissariat situé dans la zone commerciale de Marché Salomon a été vandalisé puis incendié par les gangs. Depuis l'escalade de violence qui a éclaté dans la capitale haïtienne et ses environs le 29 février dernier, le réseau national de défense des droits humains a rapporté de nombreux décès, le pillage ou l'incendie de 9 sous-commissariats, le vandalisme de 21 institutions et l'évasion des prisonniers des 2 plus grandes prisons du pays. Le RNDDH critique vivement la passivité des autorités, malgré les récentes promesses du chef de la police, M. Franz Elbé, pour combattre ceux qui sèment la terreur de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Les bandits maintiennent leur emprise en ciblant principalement les infrastructures policières. Dans ce contexte de violence sans précédent, les autorités gouvernementales ont reconduit l'état d'urgence sécuritaire pour une durée d'1 mois, allant du jeudi 7 mars au mercredi 3 avril 2024. Un couvre-feu est instauré dans la région de l'Ouest de 18h à 5h les jeudis 7, vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 mars 2024, puis de 20h à 5h. Pendant cette période d'état d'urgence, toutes les manifestations sur la voie publique sont interdites, de jour comme de nuit, dans le département de l'Ouest. Les forces de l'ordre sont chargées de faire respecter le couvre-feu et d'appréhender tous les contrevenants en utilisant tous les moyens légaux à leur disposition selon l'arrêté. Il est à noter que cette mesure ne concerne pas les agents de la force publique en service, les pompiers, les ambulanciers, le personnel médical et les journalistes dûment identifiés. Aujourd'hui, tous les éléments dressent un tableau sombre d'Haïti avec une détérioration de la situation sécuritaire. Le Premier ministre Ariel Henry est dans l'incapacité de revenir au pays. Depuis son voyage à l'étranger le 25 février, l'état d'urgence a été reconduit dans tout le département de l'Ouest pendant 1 mois. De plus, des réunions par visioconférence entre les dirigeants de la CARICOM et des acteurs politiques pour trouver une solution rapide à la crise qui atteint son point critique ont été infructueuses. Et pour tenter de mieux comprendre cette situation chaotique et surtout comment parvenir à un dénouement favorable au peuple haïtien, nous accueillons le professeur Ronnie Desroches. Professeur Ronnie Desroches, bonsoir et merci infiniment de votre disponibilité ce soir. Bonsoir Rose Berline, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de Télémétropole. Professeur, quelle est votre compréhension par rapport à cette situation chaotique que traverse le pays ? Est-ce que, selon vous, les heures du Premier ministre Ariel Henry, est-ce qu'elles sont comptées ? Bon, d'abord, en ce qui concerne la situation générale du pays, je dois dire que nous assistons à une phase très avancée de l'effondrement de l'État. Les institutions régaliennes qui doivent assurer la paix publique, qui doivent assurer l'ordre, la protection des vies et des biens, ces institutions régaliennes sont aujourd'hui presque entièrement démantelées. Je vais parler de la police nationale, bon, quant à l'armée, malheureusement, qui est le noyau dur de tout État, il a été démantelé et nous en payons aujourd'hui les conséquences. La police est incapable de maintenir l'ordre et en plus de cela, nous avons un certain nombre de dirigeants qui, au cours de ces dernières années, n'avaient absolument pas le sens de l'État et qui ont introduit des groupes armés, des groupes de civils armés qui aujourd'hui ont pris
une ampleur, une importance énorme et qui constitue une énorme menace pour la population haïtienne. Maintenant, en ce qui concerne M. Ariel Henry, le Premier ministre, je crois qu'il est dans une situation extrêmement difficile parce que je pense qu'il n'a pas su exercer un leadership politique pour prendre le contrôle de la police nationale. On sait que ce n'était pas facile vu les influences néfastes qui s'exerçaient sur la police, mais peut-être qu'il aurait pu faire mieux en exerçant son leadership. Il aurait pu aussi faire travailler ensemble la police et l'armée d'Haïti. C'est maintenant seulement qu'on voit quelques éléments de l'armée se déployer, mais il aurait fallu le faire plus tôt. Et il y a un problème, je dirais, de perception aussi de la population. La population n'a pas l'impression qu'il était vraiment proactif pour assurer sa sécurité. La population a une impression d'indifférence par rapport à ces problèmes d'insécurité. Donc aujourd'hui, il a une image très écornée et ça le met en sérieuse difficulté. Cependant, il a été, je dirais, assez proche de la communauté internationale et je pense que ceci représente un atout pour lui et l'international le soutient. Et je crois que, étant donné qu'il a signé non seulement l'accord avec le Kenya pour le déploiement de la mission d'appui à la police nationale, mais il a aussi signé la lettre de demande de l'aide de l'international, du Conseil de sécurité. Ça le rend, sinon incontournable, mais un personnage important pour le déploiement de cette force. Justement, parlant de la force multinationale d'appui à la sécurité, selon BBC News, ce jeudi, des policiers kenyans qui s'étaient portés volontaires auparavant préfèrent ne plus faire partie de cette force. En considérant cela, croyez-vous que cette force va quand même venir? Bon, je pense que si certains policiers se désistent, ça ne veut pas dire que le Kenya va renoncer à son engagement, l'engagement qu'il a pris, l'engagement que le président Ruto a pris en signant l'accord avec le Premier ministre. Et en plus de cela, nous voyons que des Tchadiens sont en train de s'offrir comme volontaires pour venir. Nous voyons que des Béninois, qui sont nos ancêtres, on peut dire, n'est-ce pas, car nous venons en grande partie du Dahomey, n'est-ce pas, s'offrent également. Je pense que la force sera constituée et viendra. Maintenant, il faut que toutes les conditions soient réunies, conditions financières, conditions logistiques, et maintenant que les conditions juridiques semblent réunies, je pense que c'est notre seule chance de retrouver un minimum de calme et de paix dans ce pays parce que nos institutions nationales sont pratiquement dépassées. Dernière question, professeur. Un Premier ministre ne pouvant pas rentrer au pays, la violence des gangs qui s'intensifie, des réunions entre les dirigeants politiques qui n'ont pas porté fruit. Comment sortir de ce cycle infernal aujourd'hui? Bon, je crois que tous ces éléments doivent trouver une solution. J'espère que finalement, les différents membres de partis politiques qui sont impliqués dans le dialogue avec les éminentes personnalités de la CARICOM finiront par s'entendre, finiront par mettre les intérêts du pays au-dessus de leurs intérêts personnels, au-dessus des intérêts de leurs partisans pour proposer un conseil présidentiel afin de trouver une solution à ce problème. Et maintenant, je pense que après la réunion au niveau du Conseil de sécurité, j'imagine que des dispositions sont en train d'être prises pour permettre non seulement l'arrivée du Premier ministre, s'il doit encore faire partie
de l'exécutif haïtien, mais aussi l'arrivée des troupes, car il faudra que l'aéroport de Port-au-Prince soit sécurisé, que le WAF de Port-au-Prince soit sécurisé, afin que les équipements et les troupes puissent débarquer. Vous espérez donc une entente pour sortir le pays de la crise. Merci infiniment, professeur Rony Desroches. C'est un plaisir. Voilà les commentaires du professeur Rony Desroches sur la crise actuelle. Réagissant à la situation de chaos qui sévit dans le pays, Clarence Renoir, chef du parti UNIR, rejette catégoriquement l'idée d'une prise de pouvoir par les gangs compte tenu de leurs activités criminelles, bien qu'il apprécie les propositions de solutions politiques de Moïse Jean-Charles et de l'Association des militaires d'Haïti. Il les considère comme totalement inacceptables. Clarence Renoir encourage le Premier ministre Ariel Henry à reconnaître son impuissance et à démissionner. Lors de son invitation à l'émission Le Point ce jeudi, il a également noté que l'hésitation actuelle des États-Unis était due au manque d'alternatives claires à Ariel Henry. Ses explications. Que ce soit la Maison-Blanche, le département d'État, le Pentagone ou autre instance de l'administration américaine ou d'autres administrations dans n'importe quel pays, il n'y a pas de jambe campé publiquement comme ça pour dire qu'il a fait pression sur un dirigeant d'un pays pour le démissionner. Il va faire comme ça. Il a fait, mais il ne va pas dire qu'il a fait. Il a démenti qu'il a fait, mais même si il a fait, quand même il a démenti qu'il a fait. Parce qu'il n'est pas diplomatique pour dire que oui, je me demande pour le démissionner ou bien non, je ne vais pas le démissionner tout. Même pas quoi c'est ça qui est dans le langage diplomatique ou le langage. Moi, je demande pour un gouvernement bicéphale, je ne vais pas prendre, mais on me dit, mais toi, allez, je vais au dehors. Ou bien je ne vais pas quitter rentrer. Même si je vais mettre tout obstacle qui gagne devant pour être qu'il n'est pas possible pour rentrer tout. On est dans le domaine politique et le domaine diplomatique. Maintenant, il y a quand même une réalité haïtienne qu'il faut reconnaître. Qui est sa réalité haïtienne? Son réalité qui fait que gang yo prend la rue, gang yo jusqu'à présent que tout le monde te dit qui sous protection gouvernement qui a une relation avec yo, le 5, 6, 7 février, yo même dit qu'il y a un gang qui habille en police pour courir des manifestants qui a dit Premier ministre aller, et bien gang yo prend la rue, yo demande pour Premier ministre pas tourner. Yo commence à casser prison, yo commence à faire des dégâts, gon l'autre situation qui vient créer dans le pays qui fait que gon danger, gon potentiel guerre civile dans le pays là. Maintenant, comment faire venir un Premier ministre pour exposer ville dans l'aéroport pour venir entrer? Est-ce qu'il va venir avec une force internationale militaire pour accompagner les avions de guerre, etc. Donc, il n'y a pas de complications là-dedans. Et c'est peut-être ça me pensait que la sagesse a recommandé pour le Premier ministre, même lui-même, c'est-à-dire, face à cette situation, je ne vais pas l'exposer vime, je ne vais pas les mettre force avec force haïtienne pour batailler entre eux-mêmes, pour permettre que m'entrer sous sang, sous mort, sous du feu. Eh bien, en cherchant une solution pacifique, non violente à la crise haïtienne, qui est là, en facilitant effectivement la formation d'un gouvernement de transition d'unité nationale, la formation d'un conseil présidentiel avec des prérogatives présidentielles, le choix de notre Premier ministre pour diriger en souhaitant du succès à ton pays. C'est ça nous gagnons pour nous gagner dans la culture politique, nous, pour que nous ne pas souhaiter ni faire mal le pays, nous, mais si nous ne sommes pas capables de diriger, si nous vivons dans une situation que c'est impossible pour nous continuer, eh bien, il faut souhaiter du succès à tes successeurs. Je veux dire, il faut reconnaître que nous avons un vide politique qui a un danger imminent, nous sommes capables de dire qu'il a, c'est des gangs qui continuent à avancer et à prendre en puissance, en arrogance, qui ont entré, crasé commissariat et libéré prisonniers. Ou bien 4000, il faut multiplier par 4000 le danger qu'il y a sur la tête des Haïtiens aujourd'hui d'être kidnappés, d'être tués, d'être violés, etc. Avec 4000 personnes qui d'ailleurs, qui sont dans le système carcéral là. Donc, il faut effectivement qu'il y ait, tant au niveau international, des concertations qui ont réuni pour qu'on ait comment jouer une solution à la crise haïtienne, non? Mais il faut aussi en Haïti, il y a même préoccupation, il y a même sentiment d'urgence ça, pour que nous sortions le plus vite possible avec quelque chose qui doit ramener la paix et le calme dans le pays. Dossier mission multinationale, bien que le président du Kenya, William Ruto, ait affirmé que la mission d'appui à la sécurité pourrait être déployée en 72 heures, à condition que son gouvernement dispose des moyens financiers nécessaires. L'opposition kenyane maintient son opposition à la mission. Et Korokot a déclaré mercredi à Reuters que l'accord entre le président William Ruto et le Premier ministre Ariel Henry était
invalide et n'avait pas répondu aux objections du juge qui avait bloqué le déploiement en janvier suite à un procès intenté par le parti d'Okot. D'autres membres de l'opposition kenyane vont même jusqu'à demander à M. Ruto de se rendre en Haïti avant même d'envisager l'envoi de troupes dans le pays. Pendant ce temps, plusieurs policiers kenyans qui s'étaient portés volontaires pour le déploiement ont choisi de ne pas participer pour des raisons de sécurité. Un officier a déclaré à la BBC News qu'il n'existait aucun mécanisme clair sur la manière dont il devait travailler pendant la mission. Un autre a déclaré que certains membres de son équipe s'étaient retirés suite à la récente montée de la violence. Autre information, la violence récente à Port-au-Prince a contraint 15 000 personnes à quitter leur domicile, dont 32% sont des enfants en âge scolaire. Cela a augmenté l'utilisation des écoles comme abri, nécessitant une mise à jour des données par le ministère de l'Éducation. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, la violence a également mis en danger le système de santé, avec la fermeture de plusieurs hôpitaux et la réduction des services dans de nombreux centres de santé. Malgré les difficultés, les organisations humanitaires fournissent de l'aide alimentaire et des ressources d'urgence. Toujours dans ce chapitre, depuis le début de la recrudescence de la violence des groupes armés dans la capitale, l'hôpital universitaire La Paix a reçu plus de 68 blessés. Des enfants, des femmes, entre autres, sont victimes de balles perdues et aussi à l'arme blanche. Une situation que maîtrise ce centre hospitalier pour le moment, selon des responsables. Mais si le nombre de patients arrive à sauter le standard habituel, quelle sera l'alternative pour ce centre médical? Reportage signé Rodolphe Pierre-Louis. Par rapport à l'hôpital général qui ne travaille pas dans ce contexte difficile à cause des rafales d'armes automatiques qui résonnent à longueur de journée au centre-ville, donc la situation devient de plus en plus difficile pour le personnel de santé de se rendre dans cette zone. Maintenant, au niveau de l'hôpital universitaire La Paix, c'est une autre paire de manches puisque l'hôpital général ne travaille pas. Donc l'hôpital La Paix reçoit beaucoup plus de patients que d'habitude. Ils ont été obligés, alors je parle des médecins responsables, ont été obligés d'adopter des mesures rapides, définir un plan stratégique avec le personnel de santé pour voir dans quelle mesure les médecins peuvent répondre à leurs obligations, notamment dans ce contexte particulier. Il faut dire que de nombreux blessés, que ce soit des simples civils, que ce soit des policiers, n'ont d'autre choix que de se rendre à l'hôpital universitaire La Paix parce que les autres zones parfois sont inaccessibles, non seulement par rapport aux barricades, mais également des rafales d'armes automatiques. Donc selon les informations qui circulent en ce moment où nous parlons, l'hôpital universitaire La Paix a reçu plus de 68 blessés par balle. Il faut noter que parmi les 68, il y a 3 personnes qui sont blessées par arme blanche. On compte également 2 enfants, 14 femmes et 52 hommes. Donc une situation qui devient beaucoup plus compliquée par rapport aux différents hôpitaux qui se trouvent dans le pays. D'ailleurs, il faut noter que l'association des médecins a publié une note pour parler de ce contexte difficile, mais ici, à l'hôpital La Paix, donc, le personnel fait de tout son mieux afin de garantir les soins de santé aux personnes qui sont blessées. Guy Trichoisi et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Autre nouvelle, le parti dénommé le Congrès de Ouaddamet a présenté ce jeudi une proposition de sortie de crise avec le choix d'un juge issu de la Cour de cassation pour assurer la transition et l'organisation des élections. Le pays ne peut plus continuer sur cette voie, a souligné les membres du parti qui insistent sur le fait que seul un juge avec un passé irréprochable est en mesure de diriger le pays. Un retour à la Constitution, aux institutions du pays, un retour à la loi mère, doter le pays de l'exécutif bicéphale composé de présidents provisoires issus de la Cour de cassation et de Premier ministre de consensus. Numéro 1. Choisir un juge à la Cour de cassation comme président provisoire. Parmi les juges régulièrement nommés et dont le parcours n'est point sujet à caution. Numéro 2. Désigner un Premier ministre de consensus en consultation avec la classe politique, la société civile et le secteur privé des affaires. Numéro 3. Nommer un organe de contrôle du gouvernement de 11 membres, 10 des 10 départements et un du 11e département que nous connaissons comme la diaspora. Et sur base de ça, nous pensons recommander
à toute force, vive le pays pour entrer dans la dynamique ça, pour nous bailler le pays au président, puis nous avons choisi le cours de cassation. Il faut nous dire, nous, non pas dupes, nous pas faire ça vers les communes. Il y a des gens qui ont étudié le dossier des gens dans le cours de cassation. Les anciens sénateurs de la République. Et qui fait des études sur le dossier chaque monde. Qui connaît le monde dans le pays, il dit clairement, nous pouvons aller vers la Cour de cassation, j'ai une solution entière, pour un juge régulièrement nommé.